Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Entrecast sur Watch TV. On est hyper content de vous retrouver comme chaque semaine, chaque jeudi à 20h. C'est le rendez-vous avec la bande dessinée sur cette antenne. Avec aujourd'hui Nicolas Adolphi, bien sûr, à ma gauche. Salut Nicolas. Bonjour à tous. Et évidemment, celui qui est derrière son écran, mais qui est quand même tout le temps présent, même loin. On compte sur lui et il est là. Merci beaucoup à Laurent Giannati. Bonjour Emma, bonjour Nicolas. Salut Laurent. Vous représentez évidemment notre partenaire BDGS qui, comme chaque semaine, retransmet notre émission, la remet en ligne sur le site. Et on les remercie parce qu'évidemment, beaucoup de nos téléspectateurs, nos internautes, tous les gens qui nous suivent viennent aussi par ce canal-là. Voilà, évidemment sur Watch, vous nous suivez sur les box, vous suivez sur Facebook. Il y a la page Entrecases, puisqu'on est en direct, là, pendant une petite demi-heure, 28 minutes à passer ensemble. Vous n'hésitez pas à aller sur la page Facebook, sur le compte Twitter, #EntrecasTV. On prend les messages, vous pourrez commenter les différents sujets qu'on va vous présenter dans cette émission parce que voilà ce qui est prévu aujourd'hui. Oui, je parle très vite, mais parfois je peux faire une pause. Aujourd'hui, on va notamment causer littérature et Algérie, même avec Jacques Ferrandez, puisqu'il vient d'adapter Le Premier Homme. C'était le dernier roman posthume et autobiographique de Albert Camus qui vient de paraître chez Gallimard, donc en bande dessinée. On est allé dans les très beaux salons de Gallimard pour le rencontrer et en causer avec lui. Tout à l'heure, on ira aussi rencontrer dans un autre très très beau salon parisien Éric Giacometti qui vient de reprendre le scénario de Largo Winch et Philippe Franck, son créateur graphique, puisque Jean Van Damme a rendu son crayon. C'est pareil, le nouvel album sort demain. Voilà, pour ceux qui nous regardent jeudi soir en direct, on peut pas plus être en live que ça et pour être plus dans l'actualité. Le nouveau Largo Winch, donc dans toutes les bonnes librairies demain. Et puis on ira évidemment découvrir avec Laurent Giannati tout à l'heure son coup de cœur de la semaine parce qu'il en a un. Tout à fait. Et puis nous, on parlera aussi de nos bouquins chouchous de la semaine. Ça sera pour la deuxième partie d'émission. Mais il faut rester ensemble pour encore tout ce temps-là. Allez, hop, c'est parti. On l'a dit, on est allé chez Gallimard. Vous n'étiez jamais allé voir dans ces beaux salons, dans ces beaux jardins de Gallimard, cher Nicolas? Ah non, c'était génial. Alors j'ai été un petit peu frustré, je tiens à le dire, parce que j'aurais bien fait quelques images dans les jardins de Gallimard qui sont absolument somptueux. Antoine ne veut plus, Antoine Gallimard. Voilà, et manifestement, nous n'avons pas eu le droit. Mais nous avons été accueillis d'une manière royale dans le salon bleu, je crois, donc un endroit absolument magnifique, par toute l'équipe de Gallimard, pour interviewer donc Jacques Ferrandez. Le Premier Homme, c'est maintenant. Bonjour Jacques Ferrandez. Bonjour. On se voit aujourd'hui pour causer du Premier Homme, l'adaptation en bande dessinée que vous publiez aux éditions Gallimard. Et alors, ce qui me fait plaisir, c'est qu'évidemment, grâce à vous, c'est pas simplement avec vous que je cause, mais aussi un petit peu avec Camus, qui est votre auteur fétiche. C'est le 3e livre que vous adaptez de lui. Oui, en effet, c'est après avoir fait ma longue saga des Carnets d'Orient sur l'histoire commune entre la France et l'Algérie, je me suis attelé à l'œuvre d'Albert Camus, avec d'abord une petite nouvelle, j'allais dire sans enjeu, puisque c'est l'Hôte, c'est une nouvelle peu connue qui était extraite de L'Exil et le Royaume, puis L'étranger, là, qui était quelque chose de beaucoup plus conséquent, et enfin Le Premier Homme, qui est le roman posthume inachevé d'Albert Camus. Qui a cette particulier qu'il est autobiographique. Du coup, finalement, on redécouvre aussi l'auteur grâce à vous. Moi, je dois vous avouer sincèrement, alors autant j'avais lu évidemment L'étranger, puis j'ai lu d'autres livres de Camus, celui-ci, jamais. Donc grâce à vous, je l'ai découvert. C'était censé, d'ailleurs, en préparant cette interview, j'ai découvert que c'était censé être une trilogie. Donc on n'a pas toute sa vie. Bien sûr, en fait, quand Camus entreprend de raconter l'histoire des siens, de sa famille, de sa communauté des Français d'Algérie, on est déjà en plein pendant la guerre d'Algérie. Il est très à l'écart du milieu intellectuel parisien, qu'il a un petit peu excommunié à cause de L'Homme révolté. Toute la mouvance intellectuelle autour de Jean-Paul Sartre l'a mis carrément à l'écart. Et ce qui n'arrange pas sa situation, c'est qu'il est lui-même originaire de l'Algérie, représentant un petit peu ce qu'on appellera plus tard les pieds noirs. Et je lui fais dire à un moment donné, ce qui est une phrase qu'il a non pas prononcée, mais au moins qu'il a écrite peut-être à destination de ce livre à venir, ce qu'il n'aime pas, au pluriel, ce qu'il n'aime pas en moi, c'est l'Algérien. Donc il se sent vraiment très seul et très exclu de tout ça, et il a envie à ce moment-là de prendre la parole par rapport à l'histoire des siens, surtout l'histoire de ceux qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer, c'est-à-dire sa mère, sa grand-mère, et particulièrement en fait sa mère, qui est analphabète, qui, vous savez, l'exergue, enfin la dédicace du Premier Homme, c'est « à toi qui ne pourras jamais lire ce livre ». Sa mère ne sait pas lire, ne sait pas écrire, elle est femme de ménage, donc c'est un milieu très 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 modeste, et en écrivant Le Premier Homme, il veut rendre hommage et rendre justice à tout ce peuple des petits blancs, enfin des Français d'Algérie, dans ce qu'ils ont, dans leur majorité, la plupart sont des gens d'origine très populaire, et c'est d'eux qu'il veut parler, et il dit « je vais parler de ceux que j'aime ».
Et en l'occurrence, pas seulement sa mère et sa grand-mère, mais aussi son père, sur laquelle c'est une espèce de quête, puisque son père, on le découvre d'ailleurs au début de l'histoire, on est en 1913, c'est la naissance de Camus et donc de Jacques dans l'histoire, et puis son père va mourir 1 an après, donc il ne l'a jamais connu, et tout au cours du récit, finalement, au travers de cette quête, c'est aussi la recherche de son identité, de son passé et de ces hommes-là, mais c'est son père aussi qui évidemment le maintient. Oui, parce que son père, d'une certaine façon, même sans l'avoir jamais connu, l'a façonné. Notamment, il y a toute cette histoire autour de l'exécution publique à laquelle a assisté son père et qui a nourri une espèce de dégoût face à la peine de mort, ce qui sera le combat permanent d'Albert Camus. Et puis il y a cette fameuse phrase « un homme, ça s'empêche », c'est-à-dire que son père, au-delà de ce qu'il a pu lui dire par lui-même, il y a cette histoire dans la famille qui remonte jusqu'à lui, qui est d'ailleurs pas dans la famille, qui est quelqu'un qui a connu son père quand il était militaire et qui raconte une histoire à un moment donné où, suite au massacre de Sentinelle au Maroc pendant la guerre en 1905, des mutilations, des émasculations font que le père se révolte contre ça en disant non, quand on est un homme, on ne fait pas ça. Et c'est ça aussi qui va conduire toute la philosophie d'Albert Camus sur cette espèce de souci de ne jamais faire passer la fin, les moyens avant la fin, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il considère que l'homme, dans son humanité, doit savoir justement reconnaître en l'autre la part d'humanité et ne jamais se livrer à des choses pareilles. Oui, du coup, le récit s'est construit sur plusieurs périodes. Je lis, on est en 1913 au moment de sa naissance, mais c'est que le premier chapitre, c'est quelques pages. Ensuite, on part directement en 1957, donc il a 43 ans, c'est la partie contemporaine du récit. Mais finalement, de par ces flashbacks, notamment les souvenirs de son père sur le front dont vous parliez, mais à d'autres moments, on est sans cesse entre plusieurs époques. Entre plusieurs époques, on est entre les deux rives aussi de la Méditerranée, puisque c'est le voyage incessant de Jacques Cormery pour aller retrouver donc sa famille, sa mère en particulier, alors qu'il est déjà bien installé, on peut dire, dans une vie d'écrivain parisien. Et d'ailleurs, le projet qu'il nourrit, c'est celui de ce roman qu'il est en train d'écrire. Et donc, alors évidemment, il y a toute la partie autobiographique d'Albert Camus. Ce que j'ai voulu faire, moi, dans l'adaptation, c'est de séparer le personnage de Jacques Cormery de l'aspect biographique d'Albert Camus, parce que je voulais avoir une liberté sur ce que peut faire, dire le personnage, même si je suis resté très très fidèle et très loyal au roman, mais j'ai dû introduire des scènes qui ne sont pas dans le roman, qui sont elles-mêmes nourries des notes que Camus avait laissées et qui auraient peut-être trouvé leur aboutissement dans le roman définitif. On en a parlé, on a dit que ça visait à être une trilogie. En tout cas, Camus voulait entamer un nouveau cycle après l'absurde, l'étranger, après la révolte, l'homme révolté et la peste. Il voulait faire un cycle sur alors l'amour, la fraternité, quelque chose qui raconte justement d'une certaine façon une positivité, c'est-à-dire que bon, l'absurde, ça peut aller jusqu'au suicide. L'homme révolté, qu'est-ce qu'on fait, la révolte, la révolution. Là, en se mettant, disons, à hauteur d'homme et surtout à hauteur de ce qu'a été sa vie dans le début de son existence, c'est-à-dire son milieu de gens très pauvres, défavorisés, on dirait aujourd'hui. C'est une manière aussi de clamer à la fois l'amour de son pays, l'amour des siens et l'amour de la vie aussi. Oui, c'est un roman historique aussi, puisque finalement, je le disais, on revient sur toutes ces périodes d'histoire qu'il a croisées, ou si ce n'est lui, c'est son père ou ses ancêtres, et donc il raconte aussi ça. Oui, c'est à la fois une manière de savoir qui il est, d'où il vient, et de pouvoir raconter aussi un peu à la face du monde ce qu'est aussi cette élévation. C'est le roman de l'élévation, le premier homme, c'est-à-dire avant lui, personne n'était capable même d'être en capacité de raconter cette histoire-là. À partir du moment où il a, lui, le langage et la possibilité de raconter cette histoire, il va pouvoir, à travers son parcours, c'est-à-dire son enfance, son éducation et notamment cette rencontre avec son instituteur qui va le pousser à continuer les études jusqu'au prix Nobel. C'est un parcours complètement exemplaire, celui d'Albert Camus. C'est ça aussi qu'il veut dire et qu'il veut défendre dans ce roman. Oui, cet instituteur, il est tout à fait essentiel, parce qu'on parle de ces femmes, de cette mère et de cette grand-mère avec laquelle il a vécu, mais c'est dans la figure masculine, évidemment, ce personnage-là, parce que c'est un personnage dans votre histoire, mais en tout cas, cette personne-là, puisqu'il a existé, était totalement essentiel.
Essentiel parce qu'il le repère, hein, le jeune Albert Camus, Jacques Cormery, est un enfant doué, et à l'époque, les instituteurs, quand ils repéraient dans la classe des enfants qui avaient des possibilités de continuer des études, ils faisaient en sorte d'obtenir des bourses et de pouvoir accompagner ces enfants jusqu'à des études supérieures et de les faire sortir finalement de ce milieu auxquels ils n'étaient pas prédestinés, eux et leurs descendants, jusqu'à la fin des temps. Donc vous voyez, il y avait ce rôle aussi de l'école à l'époque que Camus a toujours célébré. Et d'ailleurs, je crois que la première lettre qu'il a envoyée après avoir eu le prix Nobel était destinée à son instituteur, Monsieur Germain, Monsieur Bernard dans le roman, parce qu'il avait une reconnaissance éternelle, disons, à ce qu'avait été le travail de cet instituteur dans cette école primaire communale de Bellecour. Moi, ce qui m'a évidemment touché tout au long du récit, alors outre le fait que c'était vous qui adaptiez ce récit, c'est qu'évidemment le héros s'appelle Jacques, comme vous, que vous avez beaucoup travaillé sur l'Algérie, notamment avec cette grande saga des Carnets d'Orient, qui était aussi une saga historique. Je me suis demandé dans quelle mesure vous vouliez transmettre, vous aussi, vis-à-vis, en adaptant finalement ce récit en bande dessinée, et revenir sur cette histoire de l'Algérie que vous aimez tant, qui vous touche tant. Oui, moi j'ai beaucoup travaillé évidemment sur cette histoire, notamment de mes albums des Carnets d'Orient, sur la partie du début de la conquête et de la colonisation. D'ailleurs, quand j'ai lu le premier Rome en 94, quand il est sorti, je dis « Ah, mais bon sang, mais c'est des thèmes que j'ai abordés dans mes albums. » Je venais de terminer le premier cycle à cette époque-là des premiers Carnets d'Orient, donc les 5 tomes sur la conquête, la colonisation, jusqu'à la veille de l'insurrection. Et j'avais, moi, dans mon parcours, si vous voulez, essayé de m'abstraire de cette polémique permanente sur ceux qui défendent l'Algérie française, ceux qui défendent l'Algérie indépendante, et entre les deux, il n'y avait rien, c'est-à-dire qu'on était obligé de choisir son camp. Quand j'ai commencé à travailler, moi, sur le sujet dans les années 80, on commençait à pouvoir dire des choses avec un peu plus de distance et en prenant en compte les deux éléments, sans vouloir mettre les choses, renvoyer tout le monde dos à dos, mais en essayant de prendre un peu de distance pour essayer de comprendre cette histoire. Et ce livre, le premier Homme, quand il sort en 94, pour moi, c'est aussi une forme d'éblouissement, parce que je me rends compte que voilà, quelqu'un qui n'est pas suspect de défendre l'Algérie française telle qu'elle était dans son caractère, disons, colonial, quelqu'un qui avait pris position déjà contre le régime colonial des années 30 avec ses articles dans l'Alger républicain, cet auteur-là, à un moment donné, décide de parler aussi de cette histoire-là, en prenant la défense finalement de ce que sont ces petites gens qui sont venus en Algérie pour connaître une vie meilleure. Et ça peut se comparer à tout le peuplement du Nouveau Monde, hein, que ce soit l'Amérique du Nord, l'Amérique latine, l'Australie, tout ça, c'est des gens déshérités qui vont à un moment donné essayer de construire quelque chose dans un nouveau monde, pour une nouvelle vie. Et c'est ça qu'il raconte finalement dans le premier Homme, d'une certaine façon, alors sans occulter la violence de la colonisation, et jusqu'au jour où il l'écrit, puisque là on est dans la violence de la guerre de libération, de la guerre d'Algérie, mais il ne veut pas non plus occulter ce qu'a été le parcours et le destin souvent très difficile, très dur, de ces petits blancs qui ont aussi façonné l'Algérie telle qu'elle est encore aujourd'hui d'une certaine façon. Ma dernière question, Jacques Ferrandez, c'est qu'on l'a dit, c'était censé être une trilogie, ces romans. Finalement, il n'y en a eu qu'un, donc vous adaptez celui-ci. Est-ce que vous êtes projeté, on imagine la suite? Parce que finalement, on la connaît, la vie d'Albert Camus. Si vous vouliez continuer, vous pourriez? Non, parce qu'encore une fois, c'est pas une biographie d'Albert Camus que j'ai voulu faire, c'est me mettre en fait dans les pas d'Albert Camus dans ce récit qui est le premier Homme. Et je veux dire, ce récit se suffit à lui-même. Et d'ailleurs, je reprends les mots mêmes d'Albert Camus sous la forme du roman qu'il est en train d'écrire jusqu'à la fin de mon scénario, disons. C'est Jacques Cormery en train d'écrire ce roman à venir, dont on ne sait pas quelle sera la suite et la fin, mais je l'ai montré sur le bateau, justement, entre les deux rives, parce qu'il est tiraillé, il est déchiré par la situation et parce qu'il appartient à la fois à l'une et à l'autre, et c'est tout le propos de ce roman. Merci beaucoup. Merci à vous.
Merci, cher Jacques Ferrandez, et merci à Gallimard de nous avoir reçus dans ces très très beaux salons, donc, pour le baptême gallimardien de Monsieur Adolphi. Donc ce livre, vraiment, alors, ce dont on n'a pas parlé, on a parlé beaucoup du fond, on a parlé beaucoup de Camus, beaucoup de l'Algérie, pas du dessin, et sincèrement, évidemment, Jacques Ferrandez est un auteur que j'aime beaucoup, qui travaille toujours en couleur directe, et alors, une de ses spécificités, je ne sais pas si on peut le voir là maintenant à la caméra, c'est notamment de faire des grandes aquarelles comme ça, vous voyez, en fond, en double page, où il case ensuite ses images dessus, etc. C'est quelque chose qu'il fait depuis des années, et moi, je suis toujours aussi ébahie et absolument ravi de voir ces très 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 belles images. Donc voilà, on a un récit avec beaucoup de fond, voilà, très intéressant évidemment, qui revient sur ce récit. Donc je rappelle que c'est un roman, un posthume de Camus, donc qui était sorti en 1994, publié par sa fille. Et donc c'est l'occasion pour ceux qui ne connaîtraient pas, de découvrir pourquoi pas cette version en images absolument superbe de Jacques Ferrandez. Donc le premier homme, d'après l'œuvre d'Albert Camus, c'est paru chez Gallimard. Et ce qui ne gâche rien, c'est que l'homme est absolument sympathique comme tout, accueillant, d'une simplicité à toute épreuve, au-delà du décor phénoménal qui nous entourait. Voilà, c'était vraiment un très très bon moment. Voilà. Un très bel homme, n'est-ce pas? Ah bah ça, toi seul le juge. D'autres livres aujourd'hui, notamment grâce à notre ami Laurent Giannati qui a choisi son coup de cœur, et j'avoue que on va en parler avec lui. Moi j'adore ce livre et en même temps il m'a rendu immensément triste. Mais bon, c'est ça aussi la bande dessinée. Allez, c'est le moment du coup de cœur de BD Geste. Sans jingle, on enchaîne. Alors avec Monsieur Laurent, du coup, votre livre, je vous le montre, c'est celui-ci. Ça s'appelle « Ces jours qui disparaissent » et vous avez choisi ce livre-là, pourquoi? Laurent? Est-ce que Laurent vous l'avez m'entend? dit, Emma, il est très très émouvant parce que c'est un des premiers albums de Timothée Le Boucher, c'est son 3e album, qui fait preuve d'une maturité étonnante à son âge et pour seulement un 3e album. C'est l'histoire de Lubin, qui est un jeune homme de 20 ans, qui est encore un petit peu ado, qui est pas très mature et qui travaille à mi-temps dans une supérette, et qui le reste de son temps est un acrobate dans une troupe d'amis. Et un jour, il a un petit accident, il tombe, il s'endort un soir, et il se réveille le surlendemain, donc pas le lendemain pour aller travailler, mais uniquement le surlendemain. Il s'aperçoit qu'à partir de cet instant-là, il ne va vivre qu'un jour sur 2. Et c'est-à-dire que les autres jours, c'est pas lui qui va vivre, qui va réaliser sa vie, c'est un double, un alter ego, qu'il appelle l'autre. Donc évidemment, ils ont la même apparence physique, mais ils ont un caractère tout à fait différent. L'autre jeune homme est beaucoup plus mature et il va s'installer entre eux d'abord une communication, ils communiquent à travers des messages qui se laissent d'un jour à l'autre, mais aussi une rivalité. Beaucoup de problèmes vont se poser évidemment par rapport à sa petite amie, par rapport à ses amis. Oui, quand il se réveille, il est dans le lit de l'autre, ou l'autre est dans le lit de sa copine. C'est marrant, comme c'est toujours une fille qui pose un problème à un moment ou à un autre. Hein. Oh, mais ça va, ouais, le discours misogyne à 2 balles. Allez-y, continuez, Laurent, ne l'écoutez pas. Oui, non, j'écoute plus. Et c'est à partir de là que le récit devient très intéressant, parce qu'en fait, tout ce que l'autre fait est réalisé hors champ. C'est-à-dire qu'on ne sait pas du tout ce qu'il fait. On ne va voir en fait que les conséquences de ses actes expliqués par Lubin. L'auteur aussi nous balade parce qu'on ne sait pas si Lubin est schizophrène, si finalement c'est une métaphore sur le passage de l'adolescence à l'âge adulte, si c'est un récit surnaturel, on ne le sait pas. Alors évidemment, il y aura une explication à la fin qu'évidemment je ne vous donne pas. C'est un récit vraiment qui est très mature. C'est aussi un récit de SF puisqu'on va voir toute la vie de Lubin filer devant nos yeux. Et c'est d'ailleurs là que c'est émouvant, sans vous dire trop de choses sur l'album. Il va se passer 70 ans, donc évidemment les technologies vont évoluer. Les technologies vont servir aussi le récit de Timothée Le Boucher. À la fin de l'album, sans vous l'expliquer, le nombre de cases va aller croissant, c'est-à-dire qu'on passe au début de l'album à 10-12 cases, à 15-16 cases en fin d'album, tout ça pour nous montrer que le Lubin vieux veut rattraper un petit peu tout ce qu'il a perdu de sa vie, quand le temps s'accélère. C'est très intéressant ça. C'est très intéressant parce que c'est une technique, c'est une manière pour accélérer le rythme d'un récit, c'est très très bien vu. Exactement. Et donc Timothée Le Boucher, donc c'est vraiment un auteur à suivre. Il a réalisé deux petits albums. Ce ne sont jamais des petits albums, mais 2 albums chez des petits éditeurs. Un chez Manolo Sanctis et l'autre chez La Boîte à Bulles, qui s'appelait Les Vestiaires. Et là, c'est vraiment le récit de maturité, et un album que je vous conseille fortement, qui est au départ intéressant et ensuite vraiment émouvant, qui prend aux tripes. Et vraiment, voilà, un album coup de cœur à découvrir très très vite. Alors, j'ai dit tout à l'heure que cet album m'avait rendu triste à la fin. Et en fait, grâce à votre chronique, je viens de comprendre la fin. Comme quoi, vous êtes hyper utile, Laurent. Je sais pas ce que je fais sans vous. Et vous, voilà joyeuse maintenant, d'accord. Bah oui, parce que, alors non pas joyeuse, mais en fait, je viens de comprendre. En fait, j'avais compris une autre fin.
Et si j'ai bien compris votre chronique et ce que vous avez laissé dire entre les mots, si j'arrive à lire entre les lignes du Giannati, je parle le Giannati en seconde langue, eh bien donc ça veut dire qu'effectivement... Non, cela dit, c'est un récit fantastique au premier sens du thème, hein, qui n'est pas qui est un jour sur deux, forcément, ça ne nous est jamais arrivé. Et cela dit, ce que vous n'êtes pas suffisamment dit, en tout cas je ne l'ai pas assez entendu, pardon, j'étais concentrée, c'est qu'au départ c'est un jour, mais après c'est deux, puis après c'est trois, puis après il perd des mois et des années entières de sa vie. Alors ça, Emma, je n'ai pas voulu le dire dans ma chronique, je voulais laisser au lecteur le soin de le découvrir. Et par contre, au niveau de la fin, moi j'ai trouvé que c'était un récit émouvant, mais finalement très optimiste. Puisque la morale, c'est que finalement, ce n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves. Oui, non, alors ça, évidemment. Évidemment. Alors non, mais c'est vrai. Non, mais il y a un côté happy end et en même temps un truc, voilà. Bon, bref, peu importe. Mais cela dit, c'était triste parce que je n'avais pas compris. Donc maintenant, ça va mieux. Non, mais vraiment, moi j'ai adoré ce bouquin. Je vous dis, même si j'avais pas tout bien compris, peu importe, c'est pas grave. Finalement, on peut avoir la lecture qu'on veut. Je trouve que c'est vraiment hyper réussi, c'est original. J'avais jamais lu ça. Voilà, parce que des histoires de jours sans fin, de bouquins, on a vu ça au cinéma, on a vu ça ailleurs. Mais là, un jour sur deux, moi, je n'avais jamais vu. Voilà, des gens, vous savez, qui recommencent tout le temps la journée pour recommencer, essayer de faire mieux. Là, non, le récit continue sans lui. Ce que vous n'avez pas dit non plus, c'est qu'en fait, s'il y a comme un moment où ils se parlent ensemble, notamment grâce à Internet, ils se laissent des petits messages en vidéo, pas Internet, mais sur l'ordinateur. Et donc, on ne voit jamais l'autre ce qu'il fait, mais on sait ce qui se passe, parce que quand il se réveille avec les cheveux courts, on se doute bien que la veille, l'autre s'est fait couper les cheveux. Voilà. Non, franchement, voilà, très très bon bouquin. Ces jours qui disparaissent de Timothée Le Boucher, c'est paru chez Glénat. Juste une précision, si vous me permettez, Emma, lorsqu'on parle d'ellipse dans la bande dessinée, c'est-à-dire le moment qu'il y a entre deux cases, là, Timothée Le Boucher utilise l'ellipse à la perfection, puisque il arrive en fait à passer d'un événement à l'autre, tout en faisant comprendre au lecteur ce qui s'est passé entre ces deux cases. C'est impressionnant. Ah non, mais c'est hyper bien raconté, c'est vachement bien fichu, c'est très réussi. Bravo Timothée Le Breton. Et merci Laurent. Oui, merci Laurent. Je vais vous prendre comme coach si je comprends pas maintenant. Bon, allez, on change radicalement de sujet après un roman graphique un peu indépendant, même si c'était un grand éditeur, en tout cas un jeune auteur. On part chez le blockbuster de la semaine, c'est le nouveau Largo Winch. On a rencontré les deux auteurs, donc Éric Giacometti. Éric Giacometti est auteur de thriller. Enfin, il était avant journaliste, a longtemps été responsable du service économie au Parisien. Tout à fait. Maintenant auteur de thriller, notamment du commissaire Marcasse. C'est un gros succès au Fleuve Noir. Et donc il reprend maintenant les aventures de Largo Winch, toujours dessiné par Philippe Franck. Et donc on a rencontré les deux auteurs. Nous sommes avec Éric Giacometti et Philippe Franck, les auteurs de Largo Winch. Enfin, il y en a un, il l'a créé, l'autre, il l'a rattrapé en cours de vol. C'est le 21e album déjà de cette série. Énorme succès commercial, évidemment, plus de 11 millions d'albums vendus en France. C'est vendu dans le monde entier. Enfin, c'est vraiment un beau succès. Il y a eu 2 films, une série d'animation, une série à la télé. Enfin, voilà. Alors, je vais commencer évidemment avec Philippe Franck, parce que vous êtes depuis le début. Comment vous avez vu ce héros et cette espèce d'énorme succès que vous avez créé? Donc, forcément, vous avez un attachement particulier à ce personnage-là. Oui, on a toujours un attachement pour ses enfants, ça c'est une évidence. Mais voilà, le succès, franchement, au départ, quand j'ai commencé ça en 89, je m'y attendais pas. Il est arrivé tout doucement et après, ça s'est emballé. C'est vrai que c'est ce que dont rêvent tous les auteurs. Donc moi, je vis dans un rêve depuis 27 ans. Voilà. Alors vous, Éric, finalement, votre rêve de lecteur, de rentrer dans l'univers de ce héros que vous avez forcément lu aussi, comme nous tous, dès le début, à quel moment ça s'est passé? Ils sont venus vous chercher en disant « Tiens, en fait, il y a Jean Van Damme qui arrête, on voudrait bien que tu reprennes ?» C'est aussi facile que ça? En fait, ce qui se passe, c'est qu'on se connaissait avec Philippe depuis quelques années. Et voilà, moi, je suis romancier, auteur de thriller, avec Jacques Ravenne. Et puis, un jour, Philippe m'appelle, il me dit « J'ai quelque chose il faut que je te parle. Il faut que je te parle avec une voix grave, avec sa voix grave. » Donc, on se rejoint dans un restaurant de la rue Montorgueil. Et là, il me dit de but en blanc, est-ce que ça te plairait, est-ce que ça t'intéresserait de reprendre Largo Winch avec sa voix profonde comme ça? Alors là, évidemment, vous êtes là, vous vous dites, on se pince. Donc, et voilà, et là, c'est le bonheur. C'est vraiment la joie. Mais après, il y a une autre phase. Après la joie, il y a la phase, on relit les Largo et on s'aperçoit qu'il y a une mécanique extraordinaire de narration de Van Damme. Van Damme était diabolique et on se dit, waouh, panique, est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais être à la hauteur de Van Damme qui a fait ça, et puis à la hauteur de Philippe, qui est un des dessinateurs les plus doués de sa génération. C'est pas évident à ce moment-là. C'est la 3e phase. Heureusement, après, on se libère, c'est la créativité. Oui, cela dit, il faut aussi créer le duo, parce que vous aviez une habitude, sur 20 albums, vous avez travaillé, vous saviez comment Jean Van Damme allait vous envoyer les scénarios, comment vous aviez l'habitude de collaborer. Là, tout d'un coup, il faut retravailler sur le même personnage, le même univers, avancer sur cette série, mais avec recréer une symbiose. Oui, mais je savais, je connaissais ce que Éric faisait en littérature, donc je savais que c'était
un bon constructeur d'histoire. Je me doutais bien qu'il allait me pondre une histoire très tordue. Voilà. Et en plus, ce monde économique qui est habituel de l'argot, quelque chose qui lui plaisait et quelque chose qui l'intéressait, puisque, ayant travaillé au Parisien, et c'était son domaine de prédilection. Donc voilà, moi, je l'ai choisi pour ça, et puis parce que je le connaissais, je savais que ça allait être quelque chose de réussi. Alors, dans cet album-là, c'est très varié. Au niveau des lieux, notamment, voilà, il y a de l'aventure. On va se retrouver à Saint-Pétersbourg, on va se retrouver dans le Yucatan, au Mexique, au début de l'histoire. On va retourner à Chicago. Il y a des séquences aussi qui se passent ailleurs. Enfin, là, vous avez eu de quoi faire graphiquement, vous êtes amusé. Et en même temps, c'est moins aventurier dans le fond que d'habitude, parce qu'on est vraiment dans les entrailles de la finance. Moi, j'ai appris des choses sur la bourse dont j'avais même pas idée. Oui, l'idée, c'était, voilà, Philippe, dans ce qu'il m'avait demandé, il m'a dit, bon, ok, tu reprends l'argot. Maintenant, il y a des choses, voilà, on veut retrouver le thriller économique, c'est-à-dire l'argot, c'était ça qui était extraordinaire aussi, c'était on pouvait découvrir le monde de l'univers des finances, du monde de l'entreprise à travers un thriller. Donc là, il fallait revenir là-dessus. Et là, la bourse, pourquoi ? Parce que, alors, on parle du trading à haute fréquence. Trading à haute fréquence, c'est quoi ? C'est les ordinateurs qui régissent la bourse, ce sont des algorithmes. Mais parce que je l'ai vécu, moi, quand j'étais en poste en chef de service économie, où tout d'un coup, on y a eu un vrai flash crash. Un flash crash, c'est la bourse qui dévisse à New York et qui remonte. À l'époque, dépêche AFP, dépêche Reuters, c'est à l'époque, on nous a sorti, c'est un trader fou qui a confondu milliards et millions. Vraiment, véridique. Et ce n'est qu'au bout de quelques mois d'enquête qu'on s'est aperçu, ah non, pas du tout, en fait, le trader n'a rien à voir, ce sont les ordinateurs, l'ordinateur est devenu fou. Alors après, il y a une histoire de manipulation et tout, et c'est ça qu'on voulait faire, c'était dire, voilà, aux gens, la bourse, vous croyez que c'est Leonardo DiCaprio, le trader coquet, non, c'est terminé ça. Ça, c'est, maintenant, on est face aux ordinateurs. C'est à la fois glaçant et c'est à la fois hyper intéressant. Qui vient de tomber, c'est la panique à Wall Street, le Dow Jones est en chute libre. Le responsable de ce crack, le groupe Winch, mondialement connu. Alors l'Argo Winch est-il vraiment coupable ou est-il victime d'une machination? Et qui dirige vraiment la finance mondiale? Systématiquement, vous allez toujours sur tous les lieux où se situe l'histoire ? Non, c'est pas un systématisme, c'est lié en fait à la nature de ce que j'ai à dessiner. Par exemple, pour le Yucatan, bon, je n'y ai pas été, parce qu'il y avait quand même beaucoup de scènes de jungle, et toutes les jungles se ressemblent, donc là c'est une affaire de dessin et d'imagination. Mais quand on doit représenter une ville où la moitié de l'album se passe, il y a quand même intérêt à se déplacer, à aller prendre ses propres photos pour juger de la véracité de ce qu'on va trouver comme image sur Internet, par exemple, ou dans des livres touristiques. Bon, en tout cas, vraiment bravo. C'est un très bon album. Je dois le dire, moi, je l'ai lu à quelques jours d'avant-première. Et dans le métro, il y a des gens qui disent « C'est le nouveau Largo ». Voilà, on sent qu'il est très attendu. Donc bravo, messieurs. Vous avez créé un beau héros. Et ça continue de marcher, c'est mérité. Bien, merci. Le livre à la couverture blanche sort demain, le livre à la couverture bleue, c'est l'édition collector limitée, etc. C'est demain aussi. Il y aura encore des éditions collector pour Noël, on en reparlera à l'occasion. Cette émission est déjà finie, donc on se regarde tous nos petits livres chouchous pour dans 15 jours, promis, puisqu'on revient. La semaine prochaine, ce sera Christophe, et nous, dans 2 semaines, même heure, même endroit. Ici, on parle à nouveau de très très bons bouquins, promis. Merci Laurent. Merci à Laurent Donati d'être avec nous aussi chaque fois. Merci. Et merci à Nicolas d'avoir co-animé cette émission encore avec moi. Et merci à Benjamin derrière la vitre qui me presse parce qu'on est en retard. Allez, pardon à tous. Merci, bye bye. Salut. Et en fait, je peux chanter encore.